vous. Vous revoilà. On s'est vu tout à l'heure, vous me connaissez déjà. Donc, comment ça se passe? On se parle ou on pose des questions? On se parle d'abord tous les deux et puis après on les laissera parler tant qu'ils veulent. On a tout notre temps. Enfin, il y a une séance à 18h quand même. Ça laisse du temps. On vient de revoir l'album, Sophie Marceau, dans un très beau DCP, une copie numérique de la Gaumont. C'était très réussi. Alors évidemment, vous avez déjà beaucoup raconté cette histoire, mais c'est vrai qu'elle reste assez extraordinaire. Il y a un terme, je ne sais pas si vous convient ou pas, en plus de la chance, du hasard, de plein de choses, est-ce qu'on peut parler de vocation? Est-ce que vous vous êtes dit à vous-même que, oui, bien sûr, il y a eu une part de chance, de hasard, vous allez nous raconter, mais aussi qu'il y avait une vocation de comédienne, une vocation d'actrice? Alors, pas du tout. Non, moi j'avais la vocation de travailler dans ma vie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un film, La Boum. Et puis j'avais la vocation, oui, de faire quelque chose de ma vie. Voilà. De chercher et de trouver. Quand on cherche, on trouve. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de non, heureusement, quelque part. Enfin, j'étais un peu petite, j'avais 12 ans quand même. Mais après, est-ce que ça devient une vocation? Moi, c'était un peu au jour le jour, j'ai envie de dire, puisque ça a été un tel bouleversement dans ma vie, ce film, qu'il a fallu que je réadapte beaucoup de choses et que je comprenne beaucoup de choses. Et la vocation, moi, je dirais plus c'est une destinée me concernant, parce que j'y suis pas pour grand-chose, un peu quand même, mais c'est pas quelque chose que j'aurais choisi ou même rêvé de faire. J'étais tellement loin de tout ça que j'étais dans un monde beaucoup plus concret, on va dire, et que de rêver, que de penser au cinéma, quoi. Et c'est bien parce que vous avez déjà enrichi ma question et la corrigé. Est-ce que c'est devenu une vocation? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire le moment où vous vous êtes dit, ben voilà, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que j'aimais faire, et est-ce que ça va devenir, non pas une carrière, hein, je parle pas de ça, mais ma vie et mon travail? Oh non, moi j'arrive pas à projeter aussi loin. Ma vie, elle se fait un peu chaque jour. Autant je fais pas de mise à jour sur mes ordis, mais moi j'en fais un peu tous les jours. J'ai besoin de savoir si j'ai toujours vocation justement à être actrice, à faire du cinéma. C'est pas un plan, vous voyez. C'est pas une grille où je cache comment on dit, je coche les cases. C'est pas si volontariste que ça. Non, parfois même je me le reproche à moi-même, je me dis tu devrais être plus, plus organisatrice de ta vie. Je le suis enfin non d'ailleurs, je le suis pas. C'est un peu, voilà, là où je me sens utile à quelque chose. Après, à savoir, est-ce que j'ai ma place là? Bon, ce serait un peu faire l'autruche que de dire oh ben non, je sais pas. Ça fait quand même un petit bout de temps. Mais donc c'est que j'ai une place, certainement. Mais cette place, il faut l'habiter, il faut qu'elle ait du sens, quoi. Quand vous vous êtes présenté au casting de La Boum, c'était vraiment rien à perdre. Enfin, c'était pour essayer, comme en plus... Alors, Claude Pinoteau a beaucoup raconté cette recherche de Vic, cette quête de Vic, il l'a raconté dans ses mémoires. Je crois qu'ils ont vu des centaines, j'allais dire de jeunes filles, oui, d'enfants quasiment, pour le rôle, des filles de 12, 13 ans. Et tout d'un coup, il vous a vu, vous. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit, on la tenait. On a su tout de suite dans ses essais vidéo qu'on tenait notre vie, c'est-à-dire, si je comprends bien ce qu'il veut dire et ce qui s'est passé, qu'il avait trouvé le naturel qu'il cherchait en fait pour le rôle. De votre côté? Je sais pas ce qu'il cherchait. Ça, c'est la magie des castings. C'est pourquoi soudain une personne, un visage plus qu'un autre correspond à ce que les gens ont en tête, ou ne correspond pas d'ailleurs, mais et bon, ça s'est pas passé aussi facilement que ça, hein. C'est pas la révélation.
J'en ai fait des essais, ça y est, celle-là je l'ai jouée, mais je sais pas combien de fois, parce que... C'est-à-dire qu'ils vous ont fait revenir pour qu'ils se sentent assurés, quoi. Plein de fois, oui, c'était quand même presque tout un film sur une petite fille de 13 ans, donc porter un film entier avec une actrice inconnue, enfin une débutante, c'est un lourd pari, et donc il devait vraiment s'appliquer à pas se tromper, quoi. Et ça, on ne sait jamais, vous savez, on ne peut pas savoir. Mais il y a aussi ceux qui ont des yeux plus avertis. J'ai envie de dire que je pense que la première personne à qui c'était apparu évident, c'est Danielle Thompson, qui elle-même est un peu une enfant de la balle. Son père, Gérard Aubry, elle a travaillé avec lui comme scénariste, dialoguiste, et elle a même fait des films. Enfin, elle a écrit La Boum. Et c'est son histoire à elle. D'ailleurs, c'est parti de sa relation avec son arrière-grand-mère. C'était le plot de départ de La Boum, c'était de raconter cette relation entre elle et son arrière-grand-mère. Et je crois bien que c'est elle qui, en voyant tous les essais, puisqu'il y avait beaucoup d'essais filmés, a dit celle-là. Et Claude, qui lui avait ensuite la responsabilité de nous mettre en scène et de nous diriger, a exigé quand même plusieurs essais et plusieurs rencontres, jusque même avec Claude Brasseur pour la scène dans le restaurant tous les deux. Il voulait voir aussi au niveau du jeu quel est comment on dit le spectre, quoi. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup d'essais. Et en même temps, moi, ça m'apprenait à comprendre tout ça, parce que je comprenais pas trop le principe de jouer, d'être devant une caméra, c'était totalement inconnu pour moi. Donc voilà, ils ont été très exigeants sur tous les rôles, hein, tous les autres jeunes aussi du film. Et puis voilà, ils ont fait une famille. Oui, mais tout d'un coup, vous étiez quand même une enfant précipitée dans un monde non seulement d'adultes, mais aussi de travail. C'est-à-dire qu'il y avait des enjeux, enfin, on n'était pas là que pour plaisanter, vous le dites vous-même, un film ça coûte cher, etc. Il faut se lever le matin, être à l'heure, enfin, voilà, cette espèce de professionnalisme-là que vous n'aviez évidemment pas, vous vous y êtes faite, enfin tout naturellement, assez vite. Ah bah oui, on est très pris en main sur un film quand même, tout est très organisé et vous n'avez pas aucun moyen de vous échapper de toute façon, on vous attend, on vous raccompagne, vous avez votre feuille de service du jour, vous savez exactement ce que vous devez faire. Enfin moi j'avais pas tout compris au départ, mais non, et puis bon, me lever le matin, franchement je préférais aller sur le plateau qu'à l'école, c'est clair. En plus, on était entre nous, on était des gamins de 14 ans, donc j'étais pas projetée dans un monde totalement que je ne connaissais pas. Et donc c'était... Non, le travail, puis je vous dis, moi, c'était tout ça... C'est très organisé, un film, hein, c'est un peu militaire même, donc on sait qu'on est là pour travailler, et puis... Il y a les assistants qui sont là pour nous le rappeler, enfin voilà. C'était bon enfant et professionnel. Et c'était pas pire que le collège. Non. Qu'est-ce qui vous racontait, Pinotto ? Comment se passe une direction d'acteur quand les gens ne sont pas acteurs, justement? Alors Fossé et Brasseur, ils avaient de la bouteille. Denise Gray, on n'en parle même pas encore, qu'elle n'avait pas tourné quand même depuis longtemps. C'était une redécouverte, elle aussi, même une découverte complète pour la plupart des gens. Et puis il y avait votre bande voilà, de tout jeunes gens. Alors Pinotto, il avait déjà fait ça, à part que Isabelle Adjani, c'est pas tout à fait la même chose. C'était la pensionnaire la plus brillante de la comédie française, enfin, etc. C'est quelqu'un qui avait déjà une expérience de jeu. Vous étiez des absolus débutants, on peut dire. Comment ça se passe, ça? Parce qu'ensuite, vous avez connu ça dans toute votre carrière, des enfants acteurs, des gens qui débutent, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les dirige, entre guillemets? J'avais pas trop la pression, parce que comme je connaissais pas trop le cinéma, j'allais pas beaucoup au cinéma, je connaissais Isabelle Adjani, mais je m'en fichais un peu dans le sens... Enfin, pardon, hein, c'est une actrice que j'admire beaucoup, mais c'était pas mon monde, c'était pas... Donc j'avais pas la pression de la performance ou quoi que ce soit. Et Claude aussi était un bon directeur d'acteur, c'est-à-dire déjà avec les essais, il avait vu s'il avait affaire à des jeunes gens capables de jouer. Tout le monde n'est pas capable de jouer, tout le monde n'est pas capable de tout faire. Enfin, donc
on avait tous un peu déjà des prédispositions, on va dire, mais non, il était précis dans sa direction enfin moi je sais pas, j'avais pas l'impression de jouer, c'est-à-dire oui, je disais des phrases que je comprenais pas forcément toujours, il y avait de l'humour que je saisissais pas forcément. J'étais pas du tout la même petite fille. Et peut-être d'ailleurs ça m'a facilité le travail parce que vous savez, c'est comme quand on est enfant, on s'invente des personnages qu'on joue, on se déguise. Moi j'adorais me déguiser. Et finalement, plus c'était loin de moi, plus c'était cool parce que j'ai pas parlé de moi, quoi. Je m'investis dans quelque chose que je peux visionner de loin, vous voyez. Je vois aujourd'hui, il y a des cinémas plus réalistes, on prend des caractères plus que des acteurs, des gens qui ont une forte personnalité, et c'est eux qu'on filme, c'est eux qui font de l'improvisation, ils parlent avec leurs mots. Je pense à Janis, par exemple, un acteur avec qui j'ai tourné dans I Love America. Lui, il vient d'une génération d'acteurs où c'est leur personnalité qui compte, c'est leur tempérament, et ils doivent être eux-mêmes tout le temps, quoi. Mais c'est horrible. Enfin, moi, ça, j'aurais pas su le faire, j'aurais échoué au casting, c'est sûr. Moi, j'aimais bien qu'on me donne des rôles qui, quelque part, le plus loin de moi ils étaient, finalement, le plus je peux m'amuser, le plus je me sens à l'aise. Mais jusqu'à la fée Clochette, vous voyez, où jouer un monstre, à la rigueur, j'aurais adoré ça, quoi, parce que on retombe dans le jeu, vous voyez. Alors, je dis pas que j'étais pas comme une petite fille de 13 ans et que je l'ai incarné, ce personnage, donc forcément, elle m'a apporté des choses, je lui ai apporté des choses, et comme elle, j'avais une vie de jeune adolescente de 13 ans, et voilà, et la musique, et les premiers amours, les parents, l'école, tout ça, je connaissais évidemment. Mais voilà, c'était du jeu. Oui, c'était du jeu, c'était de l'interprétation, et vous le dites très bien, je n'étais pas cette petite fille-là, et à un moment, c'est pas du tout le même milieu social. Et effectivement, maintenant, quand on voit le film, on se dit, mais mon Dieu, ça se passe en gros des deux côtés de la place du Panthéon, quoi, cette affaire. C'est quand même le 5e, le lycée Henri IV. À un moment, ils font une sortie méritoire vers la dalle des Olympiades, et le McDo de l'époque, le problème, c'est qu'entre Henri IV et les Olympiades, là, il y a quand même un peu une licence scénaristique, parce que c'est pas vraiment à côté, mais voilà, c'est très bourgeoisie parisienne, on va dire, les décors d'appartements, les milieux sociaux. Je souvent dans le cinéma français. Hein. Mais c'est un peu à ça que je veux en venir. Des pauvres qui vivent dans de très beaux appartements. Ouais, c'est plus facile pour mettre la caméra, c'est plus grand. C'est plus chouette de voir le Panthéon, quoi. Oui, c'est une vision aussi bon, mais en même temps, ça n'a pas, je dirais, connoté ce film de façon un peu rédhibitoire, et ça n'a pas antagonisé les gens, puisque quand même le sujet plus universel du film, et en plus qui a été reconnu en France, mais dans beaucoup de pays, je pense qu'on rejoint là les grands mythes de Roméo et Juliette, le premier baiser, le premier amour, les impossibilités, les épreuves. C'est ça le cinéma aussi, finalement. On répète toujours les mêmes histoires, c'est les mêmes comment dire, schémas un petit peu, voilà. Et ce film a attrapé comme ça une intemporalité, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont saisi ce moment-là précisément, que ça reste quand même assez innocent puisqu'il s'agit d'enfants encore. Hein, on n'est plus dans des préoccupations d'adultes qui sont, mon Dieu, plus compliquées. Enfin, en tout cas, moins authentiques, on va dire. Voilà, c'est tout ça ce film. C'est vraiment tout un ensemble de choses. Il n'y a pas que les ados qui se sont identifiés, il y a eu les parents aussi. Et même si on ne peut pas trop s'identifier dans le personnage de Poupette, qui est une artiste, qui est quand même un personnage assez extraordinaire, on l'a tellement aimé, on a tellement aimé sa jeunesse, en fait. Puis c'est un film qui forcément évoque chacun de nous une part de sa jeunesse qui est encore assez pure. Mais c'est ça qui est bien sûr que c'est des universels, des fondamentaux, on s'y est tous reconnus, mais en même temps dans une interview récente ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. À un moment Brigitte Fossé, une scène dans laquelle vous n'êtes pas, dit à Bernard Giraudot, ou plutôt Bernard Giraudot le lui dit, elle est gaie comme un pinson.
Voilà. Alors la mère dit, ah ben, à la maison, elle n'est pas comme ça. Bon, d'accord, là, on comprend tous. Mais vous, ce que vous dites, c'est cette expression, elle est gaie comme un pinson. Enfin, ça ne faisait pas partie de votre vocabulaire. C'est-à-dire que on était quand même un peu dans un autre monde, quoi. Oui, un autre monde. De mais moi, j'aime bien être dans d'autres mondes. Oui. Et le cinéma m'a offert ça, en fait. Parce que moi, bon, mon monde, je l'aimais bien, hein, mais j'ai été contente aussi de l'élargir et de rencontrer aussi, comment dire, c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est chaque metteur en scène, chaque film, chaque livre, chaque rencontre finalement vous ouvre une vision plus large de votre propre univers à vous, tout simplement. Ah bon, tu penses ça? Ah ouais, toi t'aimes cette couleur. Ah, tu vois ça comme ça. C'est super intéressant. Parce que voilà, c'est un échange, c'est un enrichissement en fait. Alors là-dedans, dans tout ça, on peut s'y perdre aussi, mais on s'y sent moins seul quand même, parce que dans l'échange, il y a, voilà, il y a, comment dire, on s'ouvre à l'autre, on réfléchit un peu à qu'est-ce qui peut motiver les gens à faire des choses comme ça. On réfléchit sur un peu qui nous sommes, nous tous, êtres humains, quoi. On ouvre le spectre humain comme un dictionnaire, voilà. Vous voyez, tout est possible, quoi. Moi, ça m'intéresse. J'ai pas envie de mettre des spécificités humaines de côté, quoi. Elles m'intéressent pas toutes, mais en tout cas, il y en a beaucoup pour qui ça m'intéresse d'aller jusqu'à même les incarner et de rentrer dans leur psychologie, quoi. Et de ce point de vue-là, ça a été évidemment une formidable aventure, ouverture, enrichissement, émancipation, enfin voilà. Et en même temps, le film est sorti, et alors ça, Pinotto, tout le monde le raconte, ça a marché dès le premier week-end, quoi. Ça a marché très vite, et c'est devenu quand même un peu un phénomène de société. Plus de 4 millions d'entrées, 8 millions d'entrées en Italie, 15 millions d'entrées en Europe. Aujourd'hui, c'est des chiffres qui font rêver, hein, quand même, parce qu'on a beaucoup de mal à... Il y a les Tuches qu'on fait 12 millions, je crois. C'est dément. Et comment vous avez vécu tout ça? C'est-à-dire l'emballement après la sortie du film, et puis le travail, la promo, les voyages, etc. Pour moi, c'est une toute autre histoire. Hein. Alors, voilà. Oui, bon, enfin bon, c'est un peu long, et puis c'est pas forcément très joyeux, parce que, si vous voulez, j'étais pas prête à tout ça, j'étais pas organisée, en gros, en fait, mes parents, ils ont été super, et on a déménagé le jour où je suis devenue connue, c'est-à-dire j'ai quitté tous mes potes d'avant, c'est-à-dire mes petits refuges et mes copains et tout ça, puis j'ai débarqué dans un nouveau lycée à Paris, où il y avait plus de 2000 élèves. Je suis arrivée en retard le premier jour, il y avait des marches, j'étais en haut des marches, j'ai vu 2000 élèves se retourner comme ça, me reconnaître d'un coup. Et c'était mon nouveau lycée. Accroche-toi. C'est quoi le lycée? Non, je ne dirais pas. Pas de dénonciation. Et voilà, donc c'était surréaliste, quoi, et il a fallu que je gère ces longs couloirs pour aller jusqu'à ma classe au bout, avec tous les mômes autour. Enfin, voilà, c'était invivable. Enfin, je pouvais plus prendre les transports en commun. J'étais trop jeune pour avoir de l'argent et circuler librement avec des taxis, c'était pas possible. En plus, j'ai eu la bonne idée de prendre un chien. Alors, un chien dans un taxi, encore moins possible. Et puis, non, ça a été un début costaud. Bon, bah voilà, quoi. Ce qui ne tue pas renforce, on dit. J'ai vécu avec tout ça. En même temps, je me dis, j'ai vraiment vécu les choses. Même si au départ, vu de l'extérieur, bam, la boum, Sophie Marceau, ça y est, c'est là. Ah non, moi j'ai gravi tous les échelons, un par un. En plus, c'était une autre époque aussi. On n'était pas tout de suite pris en main, protégé. Non, moi j'étais toute seule. Je réglais tout toute seule. Mon nom était encore dans l'annuaire. Enfin, c'est des trucs, on n'imagine pas, quoi.
Mais bon, voilà, on est là, je suis là. Enfin, non, non, bien sûr, mais c'était invivable en fait. Assez invivable, ouais. C'était invivable. Ouais. Mais bon, je veux pas être rabat-joie. Hein. Non, mais c'était. Ça fait une vie, hein, on peut la. J'ai grandi avec aussi, donc du coup, ça m'a donné des armes incroyables d'autonomie. Moi, j'ai pas besoin de gens autour de moi. Enfin, après, je râle en disant ouais, vous me protégez pas assez et tout. Il y en a quelques-uns là ici à qui je dis ouais, vous me protégez pas assez. Mais en même temps, j'aime pas. J'ai été habituée un peu à gérer tout ça toute seule, quoi, parce que c'était comme ça. Voilà, je faisais pas partie de ce milieu, j'ai même pas trop partie du monde en fait. Mais bon, j'ai été jetée dans l'eau, quoi, bah, j'ai appris à nager. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le choix en fait, mais vous savez ce que vous racontez, d'abord c'est très beau, et puis c'est très cinématographique, c'est-à-dire que c'est ça aussi, le cinéma, la notoriété, et puis l'âge adulte aussi, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas vraiment de retour possible, enfin il vous fallait continuer, vous ne pouviez pas arrêter un mouvement qui était lancé et qui continuait que vous le vouliez ou non en fait. Ouais, peut-être d'une certaine façon. C'est vrai. Et en même temps, on a toujours des choix à un moment donné. J'aurais pu aussi dire non, j'arrête. En même temps, l'alternative, si vous voulez, quand j'étais à l'école, c'était pas. Puisque j'étais déjà connue, vous voyez, j'étais déjà un peu dans. Bon, même si après la Boom, j'ai rien fait pendant 2 ans, puisque j'étais sous contrat avec Gaumont, et donc pour la Boom 2, et quelque part, ça m'arrangeait aussi, je pense. Parce que moi, je voulais retourner un peu dans une vie normale, quoi. À part qu'elle ne l'était plus. À part qu'elle ne l'était plus. Voilà. Le lycée, vous avez tenu combien de temps? Vous y êtes resté combien de temps? Je suis partie à 15 ans et demi. C'est-à-dire en première? J'ai fait comme Thomas Bernard, j'étais sur ma mobilette, j'allais à l'école. C'est dans son roman La Cave. Sa vie a changé le jour où il prenait tous les jours le même chemin pour aller à l'école. Il savait qu'à tel croisement, il rencontrerait son copain. Et alors, s'il rencontre son copain, c'est trop tard, il ne peut plus faire demi-tour. Mais il s'est dit, ma vie, elle n'est pas par là, quoi. Et il s'est arrêté juste avant le croisement. Il a fait demi-tour, il est parti de l'autre côté de sa ville, où il n'avait jamais mis les pieds. Et là, sa vie a changé. Voilà. Et ben moi, j'ai arrêté ma mobilette, j'ai dit non, ça suffit. Je fais demi-tour et je pars dans l'autre sens. Et puis là, voilà. Et puis là, la vie, voilà, voilà, je me suis dit, bon, je prends ce truc, on verra bien par coup ce qui va se passer. Mais je me sentais, à ce moment-là, je me sentais libre, ouais, de faire mon choix. Mais c'est un choix. Après, est-ce que je l'ai regretté ou pas? Non. Non, j'ai pas regretté. Voilà, je suis même pas sûre que j'étais totalement consciente de ça à ce moment-là. C'était plus quelque chose d'instinctif, quoi. Voilà, c'était de l'autre côté. Et donc, quand vous avez recommencé, donc toujours sous contrat avec Gaumont International, Alain Poiré, enfin, c'est tout un cinéma français qui date des années 60. Hein, c'est le cinéma populaire français, un peu industriel quand même. C'était le producteur de Louis de Funès, des grandes comédies françaises, des grands acteurs. Pas un homme commode, dit-on, Alain Poiré. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon, enfin, il a une réputation, disons... Il était à la tête d'une très très grosse boîte de production et très successful. Voilà, donc c'était un homme autoritaire, oui, c'était un homme qui était dans son genre un excellent producteur. Avec moi, il a été très aimable jusqu'à ce que on ne soit plus d'accord et que voilà, que j'ai voulu quitter un peu la maison. Et ça, il n'aimait pas trop ça, quoi. C'est un homme de pouvoir. C'est ça. Donc, il n'aimait pas trop qu'on lui dise non, et bon, voilà. Mais on va parler de cette rupture et de ce premier grand changement de cap dans votre carrière, et ça a dû être quelque chose. Mais d'abord, pour la Boom 2, vous avez retrouvé Pinotto, etc. Ça, vous en avez quel souvenir? C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous saviez quand même un peu plus de choses, vous étiez un peu plus à l'aise, je peux pas vous dire que vous avez de la bouteille, c'était votre deuxième film. Mais enfin, quand même, tellement de choses s'étaient passées en si peu de temps. Ouais, enfin bon, finalement, j'avais pas tourné depuis 2 ans, j'avais fait que la Boom, c'était ma seule expérience de cinéma, d'actrice aussi.
Donc j'ai un peu continué la Boom 2 de la même façon. Je suis repartie un peu à zéro, si vous voulez. En plus, j'étais en terrain connu avec Claude. Donc ça s'est passé à nouveau de façon très naturelle, quoi. J'ai pas pris de cours entre. Enfin, quand je dis ça, on va vraiment croire que je suis contre tout ce qui est scolaire et éducation, bien au contraire. Mais non, me concernant, j'étais... Parce que le problème s'est posé, ça? Quelqu'un vous a dit, ou vous vous êtes dit à vous-même, à un moment, il faudrait peut-être que je prenne des cours? Non, mais c'est intéressant. C'est pas venu de moi, parce qu'à la rigueur, je savais même pas que ça existait. C'est venu d'un coup de fil un jour. Allô, c'est Francis Huster. Bonjour. Il faut que... je dis, vous êtes qui? Vous êtes journaliste? Je suis comédien à la Comédie Française. Il faut que je vous voie. Vous allez venir me voir ce soir jouer Marianne à la Comédie Française. Quoi? Branle-bas de combat à la maison, c'est quoi la Comédie Française? C'est où? Francis Huster, t'as entendu parler? Non, pas du tout. Mais il y avait comme un truc, hein. Voilà. Et je sais pas, ça a été la voix... Et on s'est retrouvés le soir à regarder Marianne à la Comédie Française avec mes parents. Et après, il a absolument voulu nous parler. Et il nous a pris en tête à tête, on était tous les quatre en face dans un café. Et il a commencé à me dire, c'est très bien, t'es mignonne, t'as du talent, tu fais la boum, c'est formidable. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, il faut que tu apprennes ton métier. Et alors, voilà. Et tu vois, moi je joue la Comédie Française, ça c'est du théâtre, ça c'est du travail, ça c'est d'être acteur. C'est ça que tu dois faire. Alors ça suffit maintenant, il va falloir que tu bosses. Et j'ai vu Francis Huster tous les mercredis pendant 1 an. Mais oui. Vous voyez. Ben, il m'impressionnait, il était incroyable. Il portait son pyjama sous son costume de théâtre. Il avait tout son texte affiché chez lui, comme ça. Parce que je me retrouvais chez lui à parler. Alors aujourd'hui, on le ferait plus parce que... Moi, je suis passée entre les gouttes, hein. J'ai eu de la chance. Et ce type, il m'a impressionné. Il me donnait des devoirs à faire. Ça m'a moins plu. Il fallait que je lise des livres, que j'écoute de la musique. Il m'avait donné un petit journal où je devais écrire mes pensées, où je devais écrire... Voilà, il me disait... Il m'a emmené voir des films, Macadam Cowboy... Vraiment, pendant 1 année, il m'a mis plein de trucs dans la tête. Il s'était autodésigné votre Pygmalion. Absolument. Et on se retrouvait 2 ans plus tard sur le film de Zulawski, où nous tenions tous les deux rôles principaux du film. Et là, c'était OK. Bon, maintenant, on est face à face. C'est plus le prof et l'élève. Vous voyez, la vie est folle, quoi. Mais alors... Il y a des belles rencontres. Je ne le savais pas, c'est une belle anecdote. Est-ce que vous avez l'impression que, bon, malgré ce côté un peu intrusif, on va dire, il vous a appris quelque chose? Enfin, vous avez retiré quelque chose de ça? Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, absolument. Il m'a montré d'abord, lui, sa passion du jeu, du théâtre, et puis plus encore du respect qu'on doit avoir pour ça. Enfin, du respect. Oui, on peut le dire, que c'est, et là j'en reviens à l'éducation, que tout ce travail, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez du talent, c'est pas parce que vous avez de la chance, c'est pas parce que vous êtes jolie ou parce qu'on vous remarque à un moment donné qu'il va pas falloir derrière travailler, quoi. Il y a comme ça des phénomènes, et ça existe aussi, mais si vous vous laissez les choses de l'extérieur décider pour vous. C'est comme le vent, il peut vous emmener n'importe où. À un moment donné, c'est à vous de récupérer de reprendre les rênes des choses, quoi. De dire, ok, on me donne un truc, je l'ai dans les mains, maintenant c'est à moi de savoir m'en servir et de savoir que c'est par la connaissance, par l'apprentissage, par le travail, par la volonté de faire, d'apprendre, qu'on comprend des choses, qu'on ouvre son esprit et que tout peut servir d'exemple, vous voyez. C'est-à-dire, même si je dis, oh, le théâtre, bon,
Bah, non, ça va me servir d'exemple sur quelque chose que moi, voilà, j'aurais chopé un truc à ce moment-là. J'aurais vu des gens travailler, aller sur scène. Non, et puis c'est drôle parce que Francis Huster au cinéma, on peut discuter, encore que. Il s'en sortait pas si mal, mais on peut discuter. Mais Francis Huster au théâtre à l'époque, enfin, il était considéré comme le nouveau Gérard Philippe, et moi je l'ai vu au théâtre, comme on dit, il tenait les salles dans sa main, quoi. C'est-à-dire que quand il jouait le Cid, il se passait effectivement quelque chose. Enfin, c'était vraiment un très bon acteur de théâtre, quoi, pour le dire simplement. Et en plus, effectivement, avec un côté, il a longtemps été prof, je crois, au cours Florent ou au conservatoire, enfin, un côté professeur, pédagogue. Ça, enfin, c'est passé l'héritage. Ouais. Et on sentait ça très fort chez lui, c'est qu'il voulait, il voulait que toute cette histoire dure, quoi, enfin pas la mienne, hein, mais l'histoire du théâtre en général, et l'histoire des acteurs en général, et l'histoire, et de raconter des histoires, et de jouer des personnages. C'était toute sa vie à Francis. Et cette passation, c'est important. C'est important qu'on se passe les choses. C'est important, et d'ailleurs c'est même essentiel, parce que être acteur tout seul, c'est un peu bizarre, vous voyez. On a besoin de l'écoute, on a besoin du regard, on a besoin de cet échange-là. Et c'est une responsabilité aussi, d'une certaine façon. Donc, c'est surtout ça qu'il avait envie de me faire prendre conscience que c'était une forme de responsabilité, quoi. Que voilà, que j'avais eu l'opportunité de faire quelque chose et que maintenant, il faut que j'en fasse moi quelque chose. Voilà. Très peu de temps après, il y a eu une autre rencontre décisive qui vous a fait prendre un tournant vraiment très important dans votre vie, c'est celle d'Andrzej Żuławski. Et surtout, c'est pour faire son film, pour tourner avec lui L'Amour braque, avec Francis Huster, c'est effectivement un peu rigolo, comme partenaire masculin, que vous avez quitté Gaumont International et Alain Poiret, c'est-à-dire que vous étiez sous contrat avec lui. Alors on peut dire à l'américaine, hein, parce que quand on entend parler des fameux contrats de 7 ans que les studios américains faisaient signer aux comédiens et aux comédiennes, Marilyn Monroe à la Fox, etc., c'était un peu pareil quand même, c'était un contrat d'exclusivité et ça rigolait pas trop. Dans quelles circonstances, enfin quelqu'un de si jeune, je crois que vous aviez quoi, 17 ans? Ouais. Comment vous vous êtes retrouvé à casser ce lien pour, on peut dire, à vos risques et périls, alors ça s'est plutôt bien passé, tant mieux, mais à vos risques et périls, reprendre votre liberté? Comment dire, j'avais le sentiment d'être dans un truc injuste. Parce que c'est un peu plus compliqué. Oui, j'ai eu un contrat avec Gaumont qu'on a respecté du début à la fin. Ça a duré 4 ans. C'était le temps des booms. Puis après, il n'y a plus eu de contrat. Mes parents m'avaient un peu protégée là-dessus quand même. Maman disait, attendez, ma fille, elle fait ce qu'elle peut. Donc j'étais plus sous contrat avec eux. Et puis parce que j'avais accepté de faire un autre film avec Pinotto, j'avais accepté vraiment un petit rôle par reconnaissance pour notre travail et notre amitié. Et donc j'avais accepté et donc re-signé un contrat avec Gaumont pour ce film-là. Et au même moment, la proposition de Żuławski pour faire L'Amour braque. Bon, il y avait évidemment, c'était très possible de faire les 2 films ensemble. J'avais 3 jours dans le film de Pinotto et j'avais le rôle principal dans le film de Żuławski. Donc pour moi, c'était clair qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est là où, c'est là que, Gaumont n'a pas aimé ça, parce que je leur échappais, parce qu'en plus j'allais faire un film avec un métèque, enfin bon, c'était limite parfois. Non, mais c'est ça, qui s'en étaient déjà pris à Schneider et à Gianni, enfin... ça leur a pas plu, ils ont fait ils m'ont un peu emperlificoté pour me faire croire que c'était pas possible de faire les 2 films ensemble et tout ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu c'était pas forcément bienveillant pour moi et de bonne foi surtout. Et donc voilà, moi je me suis offusquée contre la mauvaise foi. Je comprends le business, je comprends le cinéma. Vous battez pour moi, je suis la princesse. Non, pas du tout, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ils m'ont pas fait de cadeau. Mais c'est pas grave, moi j'avais le sentiment d'être libre.
Et quelque part, ça fait du bien aussi de dire merde, il y a quelqu'un qui met trop la pression sur vous. Moi, c'était. Bon, j'ai eu peur, je me suis fait des scénarios et tout ça, mais au final, j'étais assez contente, quoi, de dire un peu à la vie, à la mort, quoi, la liberté avant tout. Le problème, c'est que c'était vrai. Vous voyez, non, mais c'est intéressant. Vous voyez, c'est des épreuves difficiles, mais en même temps, vous en tirez aussi une satisfaction. C'est-à-dire, vous avez les pétoches, vous avez peur, mais les peurs, bon, parfois elles sont lucides, mais elles peuvent vous empêcher de faire des choses aussi. Puis quoi, je craignais quoi au final? Je sais pas. Voilà, c'est bien aussi de s'affronter parfois. Voilà, je me suis sentie assez, comment dire, assez forte. J'étais assez contente de moi, en fait. Assez fiérotte. Ils m'ont rendu service, en vérité. Alors, ils vous ont fait payer 1 million de francs, quand même. Ouais. 1 million de francs. Alors, 1 million de francs, si on dit, alors maintenant, ça fait à peu près 150, 160 000 euros, mais en fait, ça fait beaucoup plus que ça. Donc, c'était quand même beaucoup d'argent. Il a fallu quoi? Vous les empruntiez, vous les aviez? Vous savez, les chiffres au cinéma, ils veulent tout dire et rien dire. Hein. En tout cas, c'est sûr que j'ai travaillé pour pas d'argent du tout pendant au moins 2-3 films. Ouais, parce que, non, voilà. Mais bon, c'est non, pas... mais ça donne une idée. Pour moi, c'était pas... oui, symboliquement, c'est chiant qu'ils me réclament de l'argent. C'était ridicule, quoi. C'était ridicule. Et c'est là, ils s'en foutaient de cet argent, eux aussi. Je pense que c'était vraiment pour me montrer leur pouvoir. C'était une punition. C'était une punition, voilà. Ils m'ont puni. Ok. Ils m'ont donné beaucoup. Enfin, ils m'ont donné, pas moi personne. Enfin, vous voyez, ils m'ont ouvert une possibilité. J'ai fait la boum, j'ai fait tout ça. Je pense que c'était quelque chose de très important aussi pour eux, mais même, je dirais, d'un point de vue filial. J'ai envie de dire que les producteurs s'attachent à leur création aussi de façon un peu possessive. Le cinéma, c'est des relations possessives, toujours. C'est ma créature, c'est moi qui l'ai faite, c'est grâce à moi si t'en es là aujourd'hui. C'est un peu vrai aussi. Et donc, quand c'est le mythe de Pygmalion, un peu, quand une fois qu'on lui a fait son éducation et tout ça, elle se barre. C'est une injustice, mais en même temps, c'est comme les enfants, il faut qu'ils partent vivre leur vie aussi à un moment donné, vous voyez. Donc ça a été un peu la guerre, mais bon, moi je vous dis, ça m'a renforcé en fait, encore une fois. Et alors, en plus l'amour braque, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le même registre de jeu, pour dire d'abord ce qui saute aux yeux, vraiment. C'est-à-dire que la boum, c'est quand même un ton de comédie, il se passe pas des choses super graves, enfin ça va quoi. Même les parents vont finir par se remettre ensemble, ils vont même avoir un petit frère, disons. Donc, voilà. Bon. Est-ce que je vais le voir ce soir après les cours? Quand on a 13 ans, c'est quand même... non mais bien sûr, bien sûr, mais ça reste de la comédie. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la bombe. Ne méprisons pas les comédies, elles demandent aux acteurs un effort et un truc. Moi, c'est pour ça que j'admire De Funès, parce que, en dehors de cette drôlerie et de ça, mais c'est la générosité de son jeu, parce que, bon, il joue toujours des salopards, donc bon, générosité, ça peut paraître bizarre, mais quand il joue, il y a une... Pour donner cette énergie-là, et de le faire une fois, 3 fois, 10 fois, les répétitions, les trucs, c'est mais épuisant, quoi. Une générosité, mais ça c'est vous qui savez mieux que moi, une dépense. Une dépense énorme. Donc, et la comédie demande ça beaucoup. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est pas le même registre. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même registre de jeu, et pour employer un mot comme ça, c'est pas le même système de représentation. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. C'est super à ces débuts de cinéma, parce que moi j'étais vierge, j'avais pas fait de théâtre, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai jamais appris le théâtre. Justement d'avoir la possibilité, et c'est probablement ce que j'ai fait instinctivement, c'est d'essayer d'apprendre mon métier le plus largement possible, quoi. Et bon, je connaissais pas les écoles, je connaissais pas Stanislavski, je connaissais pas tout ça, je connaissais pas d'autres cultures que la mienne, en fait. Et même la mienne, je la connaissais pas bien. Donc j'étais plutôt contente quand
quand ça venait d'ailleurs, vous voyez, quand c'était un truc que je connaissais pas. Vous avez de l'appétit pour ça, pour des choses nouvelles. Mais oui, pour apprendre le maximum. Voilà, vous faites des études d'art, vous n'avez pas envie de tout peindre en bleu, quoi. À un moment donné, vous avez envie aussi d'apprendre le noir, le blanc, voilà, d'apprendre votre métier, parce qu'il y en a tellement de choses à apprendre, et je m'en rendais pas compte, ça c'est sûr. C'est un métier incroyable, quoi. Mes enfants, après, ont fait des études de théâtre, enfin, mon fils plus particulièrement, pendant 4 ans. Mais j'étais fascinée quand il me parlait de ses cours. Parce qu'il m'a... Enfin, disons qu'il Vous n'aviez jamais fait tout ça. Il mettait en mots des choses que moi j'avais vécues, que j'avais compris, qu'on m'avait expliqué sur le tas, comme ça. Tout ça, ça avait été étudié, tout ça, ça avait été expliqué, analysé. Et c'est fascinant, c'est vraiment un métier... très très intéressant et donc de travailler avec des metteurs en scène différents, avec des gens qui ont des méthodes différentes, qui ont aussi comment dire, il y a dans ce métier aussi des codes, si j'ose dire. Alors les codes sont faits pour être éclatés aussi, mais c'était pour moi une formation un peu, j'ai envie de dire, me mettre à voilà, faire enfin, des choses qui n'ont pas l'air forcément du réalisme, donc sortir de ma zone de confort et voir si je peux projeter un texte, par exemple. D'ailleurs, je devais faire un casting quand même aussi pour le Zulewski. Il voulait que je joue la mouette. Vous voyez, je me souviens même plus du texte parce que j'apprends vite mais j'oublie vite. Et voilà, il voulait juste comme ça. Bon. Je connaissais le texte, mais par cœur. J'étais en face de lui, j'ai pas pu ouvrir la bouche. C'était un monologue. Ouais, c'était un monologue. Bon, il attaquait dur quand même, mais j'ai pas pu ouvrir la bouche, quoi. J'étais paralysée, j'étais complètement paniquée, quoi. Je n'avais aucun métier, en fait. J'avais aucune... je savais pas comment on fait, comment les acteurs font pour se préparer, J'étais paniquée, donc il m'a un petit peu décoincée, on va dire. Il m'a fait prendre une coach, j'ai travaillé avec une coach pour placer ma voix, pour bouger, pour prendre conscience de mon corps, que j'avais un corps, qu'on joue avec son corps. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs débutants, c'est super touchant d'ailleurs, parce que on sent quand ils vont jouer qu'ils ont tout en eux. On le ressent. Et la caméra, c'est pas juste on ressent, elle veut voir, elle. Et vous voyez que l'acteur, il est comme derrière une vitre, quoi. Puis derrière la vitre, il est comme ça. Il essaye de vous faire passer ses émotions et tout, mais ça sort pas. Il n'y arrive pas, vous voyez. Et ça, c'est formidable quand vous avez un metteur en scène qui arrive à vous déclencher ça, qui arrive à vous donner une voie de sortie, à vous aider à faire ça. En fait, c'est ce que les metteurs en scène font avec les acteurs, quoi. Et quand on est débutant, comme je l'étais, malgré tout, même si j'avais fait que 3-4 films, voilà, il a concrétisé un petit peu, voilà, j'ai compris un spectre encore plus large du jeu, de la comédie, enfin, du jeu. Mais ce qui est étonnant, c'est que déjà, vous aviez beaucoup de choses à exprimer, des choses nouvelles, avec des techniques nouvelles, tout ce que vous venez de dire, mais vous n'aviez jamais eu peur, visiblement, devant une caméra. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les acteurs des autres. Si moi, vous me mettez devant une caméra, je tremble, j'ai peur. Les gens qui ne sont pas des acteurs, ils ont peur devant une caméra. Vous, on l'a bien vu dans la boum. Vous n'avez pas peur. Non, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, c'est-à-dire que vous avez compris que ce n'était pas un instrument menaçant et que c'était... Du tout, voilà, vous l'avez dit. Ouais. Non, et puis je crois, vous savez, qu'il y a quand même un peu une règle, j'ai envie de dire, quand on est acteur, c'est surtout de ne pas avoir peur d'être ridicule. Et les gens, quand ils se sentent filmés, ils se disent, oh là là, je vais avoir l'air ridicule. Voilà, ça ne fait finalement que faire ressortir tous les doutes qu'on a de soi, tous les malaises qu'on a, voilà, j'aime pas mon nez, ou j'aime pas la façon dont je rigole. On a peur d'être ridicule, on a peur d'être aussi volé un peu, qu'on nous vole un peu nos âmes et qu'on dévoile des choses de nous qu'on ne contrôle pas. Vous voyez? Et moi, j'avais pas peur de ça.
Pourquoi, j'en sais rien, je sais pas. J'avais pas peur d'être ridicule ou au contraire, moi j'aimais bien ce regard sur moi parce que ouais, j'aimais bien ce regard sur moi. En fait, ce regard me rendait même, je dirais, je suis assez en confiance, enfin c'est même vraiment en confiance bizarrement. J'aime bien m'adresser à la caméra. On la regarde jamais la caméra au cinéma, c'est interdit. Hein. Enfin, sauf exception. Sauf si on le fait franchement exprès, oui. Voilà, c'est ça. Mais non, on peut pas regarder la caméra. C'est une actrice. Mais bon, ce lien à la caméra, pour moi, il est. En fait, c'est une attention du monde, c'est une connexion avec le monde que j'ai peut-être pas moi naturellement dans ma vie. Donc c'est une façon, je dirais, très intime, en fait, de se dévoiler, de vouloir aussi partager quelque chose. Ouais, d'avoir une écoute, en fait, peut-être, quelque part. Et le premier, enfin, celui qui est considéré comme le premier regard caméra vraiment volontaire, conscient de l'histoire du cinéma, c'est un auteur et un cinéaste que vous avez joué au théâtre. C'est Ingmar Bergman, qui fait un film avec Harriet Anderson qui s'appelle Monica, que vous avez sûrement vu, je crois que c'est en 54 par là, et à un moment, elle plonge son regard dans l'œil de la caméra, et donc dans notre regard. Elle nous prend littéralement à témoin. Voilà. Et c'est un jeu beaucoup plus expressionniste. Et en fait, quand on revoit l'Amour braque, c'est ça qui frappe. C'est que lui, son système de jeu, Azulavsky, de représentation, etc., c'est un jeu, bien sûr, on peut le trouver outré, théâtral, mais surtout c'est un jeu expressionniste qui n'a rien à voir avec le naturalisme, l'espèce de naturalisme en gros, qui fait le quasi-ensemble du cinéma français, quoi, et même du cinéma tout court. C'est pour ça que c'était tellement nouveau, quand même. Et j'imagine tellement nouveau pour les spectateurs de vous voir là, de vous voir dans un film comme L'Amour braque. Comment ça s'est passé, enfin, la réaction du public, tout ça? Le public, il fait ce qu'il veut, hein. Il veut aller voir, il y va, il veut pas, il y va pas. Moi, j'ai pas... Et c'est très bien comme ça, je veux dire, on n'oblige pas les gens, voilà. Et moi, quand je fais un film, je pense pas, pardon, au public, parce que c'est qui le public? Il y a beaucoup de monde ici, et chacun a une attente, a un désir de cinéma différent, enfin voilà. Moi, je m'adresse, enfin, moi, enfin, je choisis pas en fonction du public qui va voir le film, mais de ce que moi j'ai ce que je peux en faire de ça et ce que j'ai envie de dire à travers ça. Et le cinéma, oui, c'est un art, hein, on dit que c'est le 7e, le chiffre des dieux. Voilà, comme la peinture et beaucoup d'art, il y a beaucoup de moyens d'expression, quoi. Et voilà, tant que ça a du sens, tant que... j'avais déjà un peu répondu avec le travail avec Zulawski, mais enfin, je ne sais plus quelle est la question exactement. Non, je vous parlais de cette différence de jeu. C'est oui. toute autre façon de jouer. Et oui, ben, c'est très bien. On est tous. Enfin, tout n'est pas fait que d'une seule et même façon, quoi. Enfin, même aujourd'hui, bon, le cinéma aussi, quand même. Bon, il y en a tellement maintenant. Il y a tellement de films, mais. Heureusement qu'on n'est pas que dans du réalisme, ce qui est très bien aussi, mais sinon il n'y aurait pas de héros, il n'y aurait pas de monstres, il n'y aurait pas de surréalisme, il n'y aurait pas de... et c'est justement là où on peut tout exprimer, quoi, avec... on peut faire des décors de cinéma avec de la craie sur le sol, et pourquoi pas comme l'a fait Lars von Trier. Exactement. Ouais. C'est là où il faut être libre de l'expression, de l'imaginaire, ça s'appelle la création, quoi. Mais à travers cette création, on ne fait que parler de nous, finalement, et de nos fantaisies, de nos fantasmes, de nos peurs, de nos... Enfin voilà, on peut s'identifier parfois dans des personnages qui n'ont rien à voir avec nous, parce qu'ils...
tout se retrouve finalement. Hein. Mais d'ailleurs, le film qui nous a permis de faire cette rétrospective, enfin l'occasion faisant le larron, c'est le film de Jean-Paul Siverac. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient là jeudi pour le voir, mais il va sortir mercredi prochain dans les salles. Il s'appelle Une femme de notre temps, et non pas une femme d'aujourd'hui, comme je me suis obstiné à l'appeler jeudi, ma langue a fourché. Donc Une femme de notre temps, et quand on voit ce film, sans trop le dévoiler, parce que les gens vont le voir mais ils ne l'ont pas encore vu, pour le coup on est très loin du naturalisme. C'est-à-dire que c'est un film qui a plus une logique de conte, une logique de cauchemar. Vous interprétez un personnage très nouveau, je pense, pour vous. Vous êtes dans un univers très nouveau pour vous. C'est ça qui vous a attiré d'aller vers l'univers, vers l'écriture singulière de ce cinéaste. Bien sûr. C'est le scénario que je reçois, en fait, qui me décide plus ou moins, quoi, si je me fais faire un film ou pas. Et honnêtement, je ne connaissais pas le travail de Jean-Paul, mais en lisant son scénario, j'ai été séduite par cette écriture singulière que je trouvais cohérente et linéaire et directe et radicale. Un film qui commence comme voilà, normal, une femme, bon... et puis qui dérape. Voilà, on commence dans un réalisme, je dirais, voilà, un film assez réaliste, des gens comme nous tous. Et puis, cette personne va péter un câble, et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'appartient qu'à elle, à son histoire, et on va... Voilà, il n'y aura pas de tergiversation, il n'y aura pas de... comment dire, on va pas bâtir un scénario compliqué, non, c'est juste elle veut retrouver son mari et quelque part s'expliquer avec lui, quoi. Et c'est aussi simple que ça, mais il y avait une radicalité que j'ai bien aimée, parce que tellement de choses aujourd'hui, on se pose tellement de questions, on est tellement tout le temps entre le bien, le mal, le pour, le contre, le truc. Moi j'aime bien quand soudain, voilà. C'est plus compliqué que ça parce que c'est humain, vous voyez. Mais justement, on parle d'un personnage très rigide, très dans ses sécurités, et qui au final va elle aussi déraper un peu, quoi, on va dire. Enfin là, ce film, il est, comme disait Dominique Besnard, il a vu le film et je trouve qu'il avait une très jolie définition du film. Il dit ça commence comme un chabrol et ça termine un peu comme La Nuit du chasseur, comme une fable un peu noire comme ça, un peu pas abstraite, non, mais qui part dans un... Mais il a entièrement raison. Ça commence comme un chabrol. Perd un peu le réalisme à la fin et ça pourtant, continue comme La Nuit du chasseur. C'est un peu mythologique, on va dire. Oui, on va pas faire d'exégèse, mais allez le voir, vous comprendrez. Ça continue aussi un peu comme Les Chasses du comte Zaroff. Mais pour reprendre ce que dit Besnard, et il a raison, ça se termine, et là je ne dévoilerai rien parce que c'est pas le film le plus connu de Chabrol, ça se termine presque exactement comme un très grand Chabrol des années 70 qui s'appelle Juste avant la nuit. C'est exactement la même fin du film. Donc non seulement ça commence comme un Chabrol, mais ça se termine aussi comme un Chabrol. Dans ce film, juste un mot, parce qu'encore une fois, je ne dévoile rien, mais il y a une séquence, c'est plus qu'une scène, c'est une séquence parce que ça dure, où vous vous retrouvez en train d'assister, ou en tout cas d'entendre, la trahison de votre mari dans le film, alors que vous ne vous y attendez absolument pas. C'est-à-dire que là, il vous faut jouer presque non seulement la surprise, mais la douleur et la violence presque la plus crue, la plus nue. Je dois dire que j'ai été très impressionné par le film, mais j'ai été aussi très impressionné par cette séquence. Quand vous lisez ça dans un scénario, je ne dis pas que vous faites le film pour ça, mais ça fait partie de votre envie d'y aller, de vous confronter à un univers nouveau en vous disant comment je vais m'en sortir, comment on joue ça. Oui, comment on accepte de se faire un peu de mal, quoi, on va dire. C'est vrai que c'est des scènes douloureuses, des scènes très émotives, mais si vous voulez, moi j'ai de la compassion tellement pour mes personnages, je ne peux pas faire autrement. Quand je lis le scénario, je suis comme ça, vous voyez, je me dis, mais comment on peut vivre un truc pareil, quoi. Et donc forcément, je me mets à la place de cette personne. Et
après, je réfléchis pas que je vais devoir le jouer. Mais j'ai été tellement émue à ce moment-là que je me suis mise à la place de cette personne. Vraiment, donc... c'est peut-être important de le faire juste pour que... C'est un peu de soulager le mal des autres aussi, je sais pas comment dire, de jouer. C'est une forme de thérapie. Oui, de catharsis. De catharsis. Oui. J'ai senti ça au théâtre, la première fois quand j'ai joué au théâtre. On était dans un tout petit théâtre, c'était au théâtre de l'Œuvre, pour jouer Eurydice de George Wilson. Et c'était incroyable parce qu'il s'est mis à pleuvoir, on entendait la pluie dehors, c'était genre le mois de février, enfin je sais plus, ou novembre. Et il faisait froid. Et on était là au théâtre. Et j'ai eu ce sentiment incroyable de me dire, eh ben nous on est tous là, on est protégés, on est ensemble. Nous on joue la comédie de la vie sur scène. On souffre, on se déchire, on s'aime, on se perd, on se retrouve. Et quelque part ça soulage un peu les problèmes quoi, des autres. Enfin, des autres, de nous, spectateurs. Ben ouais, le spectacle, ça sert à ça. C'est une sorte de... Voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Moi, j'adore ça. Parce que je pense que les acteurs, c'est des médiateurs, hein, ou des guérisseurs. Ça passe par nous, quoi. Vous voyez ? Machine à laver, vous. Et puis après, vous ressortez, j'espère, en tout cas, enfin, moi, c'est ce que ça me fait, je me sens mieux. Même si après un film où je me dis, oh là là, c'est un film très émouvant et tout ça, ça va être lourd, mais en même temps, je vais me sentir moins seule. Je vais me dire, on est tous un peu pareils, en fait. Alors, on pleure en regardant des films parce qu'on vit ce que vit le personnage, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le propre du cinéma. Et alors, si on élit un autre film important dans votre carrière et qu'évidemment, on va montrer ici... Ça, j'ai envie que vous me racontiez parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais interviewé. Il est mort avant. C'est Maurice Pialat. Et c'est vrai que L'amour braque, André Jurewski, déjà le grand écart, quoi. Voilà, le spectre du jeu, on en a parlé. Mais alors vous enchaînez, mais quasiment coup sur coup. Enfin, vous avez à peine le temps de souffler. Vous sortez de L'amour braque et vous allez faire Police de Maurice Pialat. Pourquoi vous lui avez dit oui ? Pourquoi vous avez dit oui à Pialat ? Pourquoi vous avez eu envie de travailler avec lui, d'abord, au début ? Je connaissais pas forcément bien son cinéma non plus. Si j'avais vu... comment ça s'appelle ? À nos amours. Oui. C'est le seul film de Pialat que j'avais vu et j'avais beaucoup aimé. Ouais, quelque chose de nouveau. Et puis on s'est rencontrés, en fait, tout simplement. Il était un peu particulier, pas forcément très aimable comme ça, mais je crois que j'avais besoin de rencontrer des gens forts, un peu compliqués. Ma vie était compliquée, j'avais envie de me mesurer à des choses compliquées, peut-être catharsis encore, vous voyez. Et puis, bon, le scénario de Police, il n'était pas vraiment existant en vérité, parce que tous les jours il réécrivait. On arrivait sur le plateau à 9h, prêt à tourner 9h, on ne tournait pas avant 15h. Ou on arrivait à 17h, on ne tournait pas avant minuit, il faisait un froid de canard, on était dans des décors épouvantables. Il réécrivait tout, il n'était jamais content, il virait plein de gens sur le plateau. Waouh. Et moi ça va, je regardais un peu tout ça. J'étais pas j'étais pas dans un monde tellement différent, j'étais sur un tournage, donc bizarrement j'y étais bien, hein, la caravane, la loge, vous savez, moi j'aime bien me réfugier dans ma loge, parce que c'est un no man's land, alors il n'y a plus la vie, il n'y a pas encore le film, on est là tout seul, au milieu, entre deux scènes, on est là, on tourne en rond, on est content, on attend, c'est des moments... que je vole dans la vie comme ça, parce que c'est comme quand on est dans l'avion, vous voyez, on ne peut plus rien faire, de toute façon, on est en apesanteur là-haut. Et donc il y avait beaucoup de moments d'attente. Mais bon, moi, je sais pas, je me sentais... Je comprenais ce qu'il raconte, j'aimais bien mon personnage à nouveau, même si je savais pas trop ce qui allait lui arriver dans le film.
Oui, parce que c'était Non, pas écrit. C'était pas vraiment écrit. Et puis il y avait des longs plans séquences. Alors les plans séquences, c'est-à-dire que vous, acteurs, vous avez le temps de jouer votre scène dans son entité, vous voyez, du début à la fin. Ce qui est quand même assez agréable parce que parfois il y a des scènes où il y a des metteurs en scène qui coupent beaucoup. Donc vous dites je dans un plan, après vous dites suis dans le deuxième plan et très heureuse dans le troisième plan. Donc ça prend 8 heures pour faire ça. Au niveau du jeu, c'est très frustrant, si vous voulez, on n'a jamais joué vraiment. Et c'est vrai qu'avec Piala, il y avait comme ça des longs plans séquences où il se cherchait, où il recommençait, enfin bon. Du coup, à nouveau, moi j'ai appris mon métier, si vous voulez. J'ai appris à attendre que la caméra arrive sur moi pour jouer, mais j'avais déjà entendu toute la scène avant. Enfin voilà, c'était de l'improvisation, parfois, aussi. Ça, j'avais jamais fait. Il faut faire avec ce qu'il y a autour, il faut s'adapter, il faut être caméléon. En même temps, il ne faut jamais vraiment perdre son rôle dans la tête parce que... Enfin voilà, c'était des expériences très fortes. Mais je vous dis qu'elles étaient un peu à la mesure de ce que je vivais moi aussi dans ma vie, tout ça. Donc, vous savez, c'était pas du mal hein, qui m'arrivait, mais on dit qu'il faut traiter le mal par le mal un peu. Et c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire mettre du baume du tigre, le truc qui chauffe bien, là où vous êtes déjà un peu dur, vous voyez, donc vous oubliez votre douleur, en fait. Et vous savez, en plus, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en Police. Pendant le confinement, ici, on avait un seul avantage, avec plus personne, la maison était fermée, mais on pouvait se passer des films pour nous. Et donc, j'ai choisi Police, que j'ai revu en 35 mm en plus. Voilà. D'ailleurs, j'espère que c'est cette copie que le public verra. Et quand on voit Police, les spectateurs, c'est comme les acteurs. À un moment, on peut être habitué à la routine, au tiède, enfin, vous voyez. Et les années 80, des polars dans le cinéma français, mais oh là là, mon Dieu, qu'il y en avait. Il y en avait. Et ils étaient tous souvent pas très bons. Quand on voit Police, ça n'a pas changé. C'est exactement comme à sa sortie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est du réel. Ça cogne, c'est âpre, c'est violent. On y croit, ça consiste. Vous voyez, les choses sont consistantes. Je ne vais pas dire de suite pour faire de la peine à personne, ça n'a aucune importance. Mais il m'arrive de tomber sur des polars français des années 80. Ça fait pas ça. Police, ça fait ça, quoi. C'est dur. Quand Depardieu vous interroge, et que vous lui mentez, et que vous lui résistez, et que vous lui racontez des bobards, mais tout ça, on le sent, quoi. Ces scènes d'interrogatoire, et je crois que vous avez commencé par ça, peut-être pas vraiment le plus facile, ces scènes d'interrogatoire, elles sont extraordinaires. C'est-à-dire que malgré tous les films qu'on a vus, malgré toutes les séries qu'on a vues, on n'a jamais vu un interrogatoire comme ça au cinéma. Jamais. Et vous êtes, je vous le dis simplement, mais je vous le dis, vous êtes formidable, vraiment formidable. Et donc, vous en gardez aussi ce souvenir-là, à la fois de difficultés, de tensions, de crises, parfois, j'imagine. Ça n'a pas dû être fait dans le coton, cette affaire. Non, mais parce que Piala, dès que c'était professionnel, il ne supportait pas. Ah. Dès que ça avait l'air très préparé dans ses plans, c'était très sophistiqué, les lumières, les cadrages, les mouvements de caméra, tout était très découpé, mais vraiment à l'image près déjà dans sa tête. Puis là, c'était le contraire. Alors là, pour le coup, lui, dès que ça avait l'air un peu professionnel, dès que la lumière était trop léchée, ça le rendait fou. Mais fou, parce qu'il voulait, comme vous dites, du rêche, du raboteux, du dur. Voilà, c'était ça qu'il voulait. Et il voulait ça de tout le monde, de ses techniciens, de ses acteurs, mais même de ses écrivains. C'est pour ça que tous les jours, il réécrivait, parce que aussi, il s'imprégnait de son humeur du jour, et aussi de ce qu'il avait autour de lui, voilà. Dans le film, il y avait autant d'acteurs que de vrais truands, quoi. Parce qu'il voulait des vrais gens, enfin pas des acteurs, pas des professionnels justement. Et donc il voulait être comme ça au plus près de l'os, quoi. De la vie. De la vie, oui, de sa vision à lui de la vie, hein, parce que on voit pas tous la vie de la même façon, mais oui, certainement, les sujets qu'il abordait d'ailleurs, en tout cas Police, c'est vrai que ça collait très très bien au sujet de cette dureté, cette âpreté.
et le rapport entre les gens aussi, qui est très dur dans ce film. Donc il véhicule, lui, déjà des choses un peu dures, Piala. Moi, je me suis bien entendue avec lui sur le tournage, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires après et tout, mais en vérité, moi, je comprenais très bien son monde vous compreniez son on n'a monde. pas eu de difficulté. Oui, vous compreniez son monde, ce personnage, enfin, c'était pas des choses étrangères. Non, et puis j'ai compris, non, je sais pas si c'était étranger ou pas, mais j'ai compris son système, quoi, parce que dans son non-système, il avait son système à lui aussi. C'est comme ça qu'il retrouve, chaque artiste, il a sa salade, quoi, il a besoin de se retrouver dans quelque chose qui lui est très propre. Et moi j'ai compris ça et j'ai respecté ça, parce que je suis sensible aussi à l'authenticité. Les trucs qui sonnent un peu faux et tout, ça nous met tous un peu mal à l'aise. Donc là, c'est clair qu'il n'y avait pas la place à l'interprétation. Non, il fallait être dans le cœur des choses, quoi. Et en tout cas, ça avait l'air réel, ça avait l'air juste. Et moi, je me suis sentie... je sentais que c'était... Voilà, qu'il y avait quelque chose derrière. Au bout de tout ça, quoi. Mais il dit, au moment de la sortie du film, dans une interview des Cahiers du cinéma, où il a l'air très content de vous, d'ailleurs, mine de rien, et pourtant il n'était pas souvent content de quoi que ce soit, mais je crois qu'il est très content de vous. Il dit juste, Marceau, elle m'intimide un peu. C'est un texto. Et il dit, je peux vous le lire. 40 ans que j'attends ça. Ça fait 40 ans que vous attendez ça. Non, mais moi je sais qu'on s'est très bien entendu tous les deux. Après, ils ont produit. Oui, des trucs à la sortie, etc. Mais écoutez ce qu'il dit. Marceau, je n'ai pas peur de le dire, même si ça passe pour de la faiblesse, c'est quelqu'un qui m'impressionne, qui m'intimide. Gérard Depardieu l'a parfaitement compris, toute question d'âge mise à part, il dit à un moment qu'elle est intimidante dans le film. Gérard est un grand timide. En fait, si dans la voiture, là il passe au personnage, elle ne lui disait pas « embrasse-moi », j'ai l'impression qu'il en resterait là. C'est elle qui prend l'initiative. Vous voyez, il ne dit pas du mal de vous. Non. Je ne savais pas. Je suis contente. Ouais, ça me fait plaisir. C'est un grand film, vous le savez. Mais je ne revois pas mes films. Et donc, j'ai pas vu Police depuis Police, en fait. Ah oui, quand même. Oui. Non, je ne revois pas mes films. Donc, j'ai vu plus souvent Police que vous. Oh, certainement. Ouais. Et vous n'avez pas envie de le revoir? Non, j'aime pas me voir. Donc, c'est pas je ne boude pas les films que j'ai faits, pas du tout. Mais vraiment, c'est pas de la coquetterie ou quoi que ce soit, mais parfois je me dis, bon, allez, je vais regarder un film que j'ai fait. Ah, 2 minutes, je peux pas. Ah oui. Non. Et vous allez au rush, par exemple, parce que ça, c'est le travail. Et alors, ça vous aide. ça, mais même. Ça, je l'ai fait beaucoup. Au début, parce que pour comprendre un peu, mais en fait, j'aime pas ça, quoi. J'aime pas. Alors après, sur le tournage, ça peut être du travail, c'est-à-dire... ça peut être... Non, mais en fait, j'ai envie de faire confiance au metteur en scène. J'ai envie de lui faire confiance. Il me dit, c'est bon, c'est ce que je voulais et tout. Voilà, j'ai envie de lui faire confiance parce que il n'y a que lui qui a son film dans la tête, vraiment, en vérité. Moi, j'ai mon rôle dans la tête, mais lui, il a tout son film dans la tête. Donc, j'ose espérer qu'il a quelques avances sur moi, quelques pions d'avance sur moi, et qu'il va donc penser mieux que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est moody, on est fatigué ce jour-là. Soudain, nous prend... Oh, tiens, pourquoi je ne le jouerais pas comme ça, celle-là? Non, pas du tout, non. Il faut te remettre dans le truc. Donc, j'ai envie de faire confiance au metteur en scène, et puis m'oublier un peu, parce que l'image, c'est aussi très impressionnant. Même si on est habitué... Vous êtes un peu habitué, quand même. Bah, oui, un peu, mais bon, c'est quand même impressionnant de se voir, vous voyez, de s'entendre. C'est pas... Voilà. Je fais l'autruche un peu. Est-ce que faire beaucoup de prises vous aide, par exemple? Là aussi, vous faites une confiance absolue au metteur en scène. Tant qu'il en veut, vous en faites? Non, mais... j'ai eu la chance de ne pas tomber sur des fous, parce que, si, Piala, quand même, le plus j'ai fait, c'est 32.
C'était un long plan séquence. Moi, j'arrivais que à la fin en larmes, donc j'attendais 32 fois comme ça. C'est fatigant. Mais non, il y a vraiment des fous qui vous demandent 40 prises, quoi. Je ne citerai pas de nom, mais ça va, j'ai eu de la chance. Je crois que Kubrick, il demandait beaucoup de prises. Bon, là, lui c'est légendaire, oui, bien sûr. Je dirais pas non, mais... non, mais... Encore une fois, ça dépend de l'énergie du film et du metteur en scène. C'est le metteur en scène qui donne le là sur un film. C'est vraiment lui qui donne le mood, et on s'adapte à lui, en fait. C'est un mec qui a besoin de 15 prises, 20 prises... Qu'est-ce que vous voulez, il est dans son truc, on n'y peut rien, quoi. On va pas le... faut s'adapter. Moi, je sais jamais. Je sais pas, les premières, c'est toujours intéressant ou catastrophique, ça dépend. Première prise. Voilà, après, encore une fois, il n'y a pas de système, quoi. Chacun a sa salade. Hein. Quand vous regardez votre... Parce que là... Quand c'est des cinéastes, on essaye de tout montrer, parce qu'il y en a moins, tout simplement. Quand c'est des comédiens, c'est presque impossible de tout montrer, vous faites trop de films. Donc c'est un choix, c'est une sélection, vous y avez participé. Mais c'est vrai que quand on regarde votre carrière, on se dit, il y a quand même un sens du déplacement qui est assez évident. C'est-à-dire que d'abord, vous tournez à l'étranger, tout simplement, assez vite. C'est-à-dire, par exemple, Mel Gibson, quoi. Braveheart. Oui, et puis c'est un bon film. Non, et puis c'est un bon film. Par-dessus le marché. Mais ça, voilà, comment ça se fait? C'est-à-dire que vous êtes parti. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous êtes allé à l'étranger tourner avec une vedette internationale comme Mel Gibson. Et puis il y a eu le James Bond. Enfin, on sent chez vous un assez grand appétit de ça aussi. Enfin, il y a l'appétit que vous avez, et puis il y a aussi le désir des autres. Et voilà, James Bond ou Mel Gibson, c'est d'abord eux qui ont eu envie de me rencontrer, donc j'en suis très flattée. C'est pas moi qui les ai harcelés pour qu'ils me prennent dans leur film, j'en serais incapable. Mais ouais, j'ai eu de la chance. En tout cas, c'était 2 très beaux projets. Les 2 films sont des films vraiment que j'aime beaucoup. Mel, acteur qui fait des films. J'ai rarement vu des mauvais films d'acteurs. Ils ont toujours quelque chose d'intéressant. Et puis, dans de très belles rencontres, un tournage génial. Enfin, j'étais très heureuse sur ce film. Lui, il m'avait vu sur des couvertures de magazines japonais. Parce qu'il était connu au Japon aussi, mais il voyait toujours ma tronche et il disait « Mais c'est qui cette actrice française elle est sur toutes les couvertures et tout ça. » Et ça l'a intrigué. Et quand il a cherché une Française pour son rôle de princesse, voilà, ils ont demandé à me voir. Et puis j'ai fait un casting et il m'a appelé un jour et il m'a dit « Would you like to be my princess ?» Je vais réfléchir. Et puis le Bond, pareil, Michael Apted, très anglais, le metteur en scène. Un type charmant qui avait fait des films qui n'avaient rien à voir avec des gros films comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à l'humain, qui est beaucoup plus sur... des histoires sur des gens, des destinées, comme ça. Je connaissais un petit peu son travail. Et il accordait énormément d'importance à ce personnage d'Electra King, parce que justement, c'était la plus barrée du film. Pardon, parce elle souffre du syndrome de Stockholm. Et donc, lui, tout ce qui était un peu folie, un peu comme ça l'intéressait beaucoup. Et ils m'ont demandé de faire des essais pour le rôle. Et je me souviens très bien que ces essais, mais c'était du théâtre grec, quoi. Ils m'ont fait jouer vraiment la méchante, hyper dramatique et tout. Bon, ok, enfin, on y est allé, quoi. On a mis la sauce, comme on dit. Et puis après, une fois que, grâce à ces essais, donc j'ai été prise. Et après, ils m'ont demandé de baisser la tonalité et de faire un personnage beaucoup plus suave et voilà. C'est drôle parce qu'ils voulaient tenter, expérimenter, je sais pas quoi. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à jouer ça parce que j'avais jamais joué de folle ou de méchante, quoi, en fait. Bon, elle n'a pas l'air très folle, mais
Oui, enfin. C'est très profond. Ouais. Elle a un truc. Non, j'avoue pas. Et vous dites plaisir de jouer, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment la production internationale. Enfin, j'imagine qu'on attend pas mal sur un James Bond. On peut s'imaginer que ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Voilà. Il y a quand même ça, le plaisir de jouer. Oui, bah bien sûr. Alors là, pour le coup, bien sûr. Enfin, c'est vrai que c'est des grosses machines et on a l'impression d'être un tout petit machin dans cette grosse machine. On reste très humble, très préparé. En même temps, quand vous êtes sur un plateau avec une caméra, on en revient toujours au même, en fait. C'est ce moment-là, même si autour de ça, vous avez des camions, des bus, des grues, des trucs, il y a la caméra et les acteurs. Et on garde ce truc intime. Et aussi avec une dimension quand même très opéra, quoi. Que ce soit les costumes, que ce soit les situations, les poursuites... tout ça, ça participe vraiment à ce qui est... Pour nous, les acteurs, c'est formidable. Alors là, pour le coup, on n'est pas trop dans le réalisme, quoi. Moi, je porte des talons à toutes les scènes, quoi, dans ma vie. Enfin, vous voyez, c'est... Et puis, je fais du ski. Vous avez vu comme je fais du ski. Pendant 4 mois, il y avait 2 skieurs extrêmes et tout ça pour faire les scènes. Enfin, j'ai demandé de participer un peu quand même. Ils ont accepté. J'étais assez contente d'avoir quand même quelques plans de moi qui skient dans le film. Enfin voilà, on fait partie d'un code, et dès qu'on met son costume, on est dans ce code un peu comme ça, un peu héroïque, vous voyez, un peu film, comment dire, extraordinaire, quoi. Des histoires de bombes nucléaires. Enfin, aujourd'hui, c'est plus très extraordinaire, mais malheureusement. Mais voilà, on est dans un monde complètement en dehors de nos repères, quoi, en fait. Et ça, c'est drôle, c'est le déguisement. C'est assez drôle, vous vous amusez, il reste le plaisir du jeu. Je vais en finir là-dessus, je vais donner la parole au public pour quelques questions. Débrouillez-vous pour qu'elles soient bonnes, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Parce que le temps nous presse un peu, je ne veux pas vous lâcher. Mais quand même, une question, quand on se retourne vers votre carrière, disons, votre itinéraire, les rencontres, etc., ce qui est étonnant, et vous l'avez dit en présentant la Boom tout à l'heure, on est tous encore là. Le public est toujours là, vous êtes toujours là. Vous êtes considérée comme une actrice populaire, ce qui ne veut pas dire que tous vos films soient des succès. C'est pas ça que ça veut dire. Et pourtant, ça pour le coup, je crois que c'est très mystérieux. Il y a ce lien avec le public. Même quand il vous arrive de faire un film qui ne les intéresse pas, qui ne marche pas, qui est bon. Et puis à un moment, il y a un réalignement de planète. C'est vrai pour LOL, par exemple, qui a été un grand succès, alors que vous n'en aviez pas fait peut-être comparable depuis quelques années. Vous avez une idée, une élucidation, une explication de ce lien comme ça avec, oui, vraiment ce qu'on appelle le public. Je crois que c'est la Boom dès le départ qui a quand même créé ça, et qui, voilà, c'est un petit bout de notre jeunesse à nous tous, et on est nostalgique par rapport à ça. Mais je crois aussi que, bon, c'est une carrière, une carrière se fait pas en un film non plus, vous voyez. Voilà, c'est le temps qui passe, c'est... Justement, c'est le fait que... Voilà, on vit nos vies, quoi, on fait nos choix, je fais des films... Enfin, j'ai pas d'explication... Parce que le cinéma, de toute façon, ça accompagne les gens dans leur vie, même si aujourd'hui on dit plus le cinéma parce qu'on a tous notre télé chez nous avec les plateformes. Mais bon, on voit des films, on regarde des films, et on évolue, on grandit aussi avec ces films. Moi, j'ai l'effet Kiss Cool, c'est-à-dire on m'a découvert et on grandit ensemble à travers les films, quoi, double effet, quoi. On grandit ensemble, et voilà, sur cette génération-là. J'explique jamais très bien le pourquoi du comment, j'en sais rien, moi. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça ne vous immobilise pas, en tout cas. C'est-à-dire que vous ne dites pas, vous l'avez dit, vous ne faites pas un film pour le public, ou pour qu'il marche, ou voilà, vous y allez parce que vous en avez envie. C'est parce qu'on a des amis qu'on va aller manger chez eux tous les soirs, vous voyez. À un moment donné, très bien dit. Voilà, il faut un peu être libre et authentique, faire ce qui nous plaît, c'est la meilleure façon, je pense, d'être de bonne foi et authentique dans son travail. Après, les gens, voilà, une fois que vous mettez votre film dans les salles, ils ont le choix, vous voyez, mais
Non, mais moi, je suis particulièrement heureuse de voir voilà, de la gentillesse avec laquelle les gens s'adressent à moi. Enfin, il y a vraiment, ça facilite la popularité parce que ça va vite aujourd'hui, ça peut être très violent, on sait, le monde évolue. D'être connu, on est très, comment dire, on est très exposé, très exposé. On se rend pas compte à quel point. Ça, j'ai envie de dire, faites attention. C'est un jeu dangereux de s'exposer beaucoup parce que forcément, on est vulnérable. C'est drôle, petite fille, je sais pas pourquoi, quand je voyais une statue comme ça dans la rue, j'avais de la peine pour elle. Je me disais, mais ça doit être horrible d'être une statue. Parce qu'on est dehors, la nuit, le jour, il fait froid, les pigeons sur vous, vous êtes là, tout le monde peut vous voir. À chaque fois, j'avais beaucoup d'empathie pour les statues. Et donc, parce que vous êtes un peu exposé, quoi. Et je dois dire que mon exposition, je le vis bien parce que je reçois effectivement beaucoup d'amitié et de respect. Et heureusement, parce que sinon, je pense que ce serait invivable. Bon, ça c'était une fin parfaite. Alors je vais quand même être sympa. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Malgré cette fin qui était parfaite et l'heure qui tourne, on va prendre une ou deux questions. Alors, il y a des mains désespérées, là, par là, voilà, si vous pouvez leur passer un micro. Elle arrive. Voilà, il y aura une en haut et une en bas. Allez-y, monsieur. Non, c'est ce qu'elle a répondu. Bonjour Sophie. Bonjour, vous êtes toujours pas. Je suis là. Ah oui. Alors, je m'appelle Christian, on est plus ou moins de la même génération. Alors la boum, c'est très ancré années 80. On le voit avec les mobs, les sans-casques, tout ça. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on arriverait à refaire un film pareil aujourd'hui? Bien sûr. Vous savez, nous, on a plus de 13 ans, mais moi, j'ai une école en face de chez moi, en bas de chez moi, et je les vois, les gamins, toute la journée, c'est la même chose. Ils sont plus sur leur téléphone qu'avant, parce qu'on n'en avait pas. Mais ouais, je pense que c'est... Après le petit miracle de la boum ou de certains films comme ça qui ont marqué une génération, bon, ça c'est rare, mais évidemment, je pense que rien ne s'immobilise, rien n'est fini, quoi. Il y aura toujours... ça sera montré autrement, dans un monde différent, mais je pense que... Ouais, je pense que c'est possible. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On vous voit. Je voulais savoir, tu as parlé par rapport à ton rapport à l'image, et je sais que tu as réalisé 2 films, La disparue de Deauville et Madame Mills, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais je voulais savoir comment tu fais quand c'est toi le metteur en scène. Je donne des ordres à tout le monde. Non. Comment je fais quand je suis metteur en scène? J'essaye de mettre des images les unes derrière les autres, de raconter une histoire. Metteur en scène, en fait, je sais pas, vous savez, quand on a une image dans la tête, d'ailleurs, je la dessine sur mon scénario très souvent et je me dis, voilà, je voudrais avoir ça. 2 personnes ensemble qui discutent et puis on avance avec elles. C'est comme ça que je le vois dans ma tête. Donc, il y a toute une équipe derrière, il y a il faut leur expliquer ce qu'on a envie, un scénario qu'on a écrit ou qu'on a adapté. Et on explique aux gens ce qu'on a dans la tête. Voilà. Et ça, c'est... Bon, je connais un peu le cinéma, en fait, parce que j'ai commencé tôt sur les plateaux, et pour mon premier film de metteur en scène, en fait, j'avais assez peur de la technique, parce que je me suis dit, mais moi je suis actrice, et comment je vais faire un film? Et en vérité, ça m'a pas du tout fait peur, ça m'est venu très naturellement. Et mon rapport à l'image, alors quand je suis actrice et metteur en scène en même temps, mon rapport à l'image, c'est-à-dire,
Quand je suis derrière la caméra, bah, j'adore travailler avec les acteurs, j'adore filmer, faire des cadres, des images, raconter quelque chose avec ma caméra. Et ça me dérange pas du tout d'être derrière, j'ai pas besoin d'être maquillée, j'ai pas besoin d'être coiffée, j'ai pas besoin de tout ça. Quand je fais les deux, bah, quand on est metteur en scène et acteur en même temps, bah, on est tout le temps chaud parce que on est tout le temps sur à faire son film. Les acteurs, bon, ils vont dans l'horloge un peu, il y a des coupures, mais quand tu es metteur en scène, tu es tout le temps là, donc hop, hop, tu passes derrière, devant, en fait, tu es tout le temps dans le mood, tout le temps dans l'esprit du personnage, de tous les personnages d'ailleurs. Mon rapport à l'image, enfin voilà, j'ai la caméra devant, derrière, je m'y sens bien, en fait. J'aime bien les deux. Allez, une dernière question. Oh là là. On va pas tout ça. Hein. Où est le micro? Oui. Allez-y. Bonjour Sophie, Steve. Alors moi, comme beaucoup de gens sûrement ici, été très marqué enfant en voyant le film. Et ce qui le rend encore plus fort, c'est après, on s'identifie plus seulement à Mathieu, vous et les autres, mais aux parents. Et on comprend beaucoup de choses dans ce film qui n'est pas finalement qu'une comédie, puisque la fin de La Boum 2, c'est pas tout à fait un happy end. En tout cas, la gare pour vous, oui, mais à la gare pour vos parents, non. Donc, la séparation. Donc, est-ce que pour vous, il y a certains films qui vous ont notamment énormément marqué sur plusieurs générations? C'est-à-dire, vous pensez d'abord aux personnages jeunes, et après, vous identifiez à leurs parents ou des personnages plus âgés? Bah oui, c'est-à-dire à 13 ans, je m'identifiais à des gens de 13 et après La Boum, c'est vrai qu'elle a touché plusieurs générations, pas que les enfants, hein, les parents aussi se sont beaucoup reconnus dans les personnages de Claude Brasseur et Brigitte Fossat. Mais j'ai pas très bien compris le sens de votre question en fait. Pardon, oui, merci. Si pour vous, certains films vous ont fait également cet effet-là. C'est-à-dire, vous, certains classiques, peut-être que vous avez vus lorsque vous étiez plus jeune et que vous regardez aujourd'hui, vous identifiez à différents personnages et ils ont cette force aussi. Parce que là, on voit encore mieux sur grand écran, mais le regard de Brigitte Fossat, de Brasseur, il n'y a pas que les mots, ils ont une très forte présence comme vous. Moi, franchement, je m'identifie dans beaucoup de choses. Hein. Quand je suis super bon spectateur, je pleure, je ris. J'ai pas là tout de suite des films qui me viennent en tête où je me serais identifiée. De toute façon, oui, si, j'adore les grandes héroïnes. Je peux m'identifier à peu près dans tout. Donc, et c'est pour ça que j'aime le cinéma aussi, parce que voilà, on me raconte mon histoire aussi quand je vois les films, vous voyez. Parce que, voilà, les générations continuent à être marquées dans Sorrentino. On voit la chanson de La Boum, on est très surpris dans Youth, qui est un film extraordinaire. Et on peut, voilà, notamment que vous souhaitez une très belle rencontre avec ce réalisateur magnifique. Il tempo di me. Vous entendez? Le temps des pommes, ça s'appelait en italien. 8 millions d'entrées. Et 25 blessés à Naples. Émeute. Bravo. Ben, il vient de Naples, c'est comme ça. Merci, monsieur. Allez, une dernière, et puis on arrête vraiment, je suis désolé. Oui, monsieur. Allez-y. Oui, bonjour, je viens de Lausanne, je suis venu exprès parce que je vous salue au nom de tous les admiratrices et admirateurs que vous avez au bord du lac Léman, il y en a beaucoup. Lausanne est le siège de la Cinémathèque suisse, donc on aime le cinéma. Et moi je voulais juste vous apporter le témoignage je travaille dans l'éducation, je travaille dans un lycée à Lausanne, et il y a 2 ans, le 17 décembre 2020, c'était le dernier cours avant les vacances de Noël, et j'ai voulu fêter les 40 ans de La Boum, c'était le jour de la sortie du film, 40 ans. Et j'ai projeté le film aux mes élèves de l'équivalent seconde, première, terminale, en expliquant quel avait été l'impact. Alors il y a tous ceux qui connaissaient le film parce qu'ils l'avaient vu avec leurs parents et autres, il y a ceux qui l'ont découvert, il y a ceux qui l'ont revu. Et c'était assez extraordinaire, c'est pas toujours des classes, on va dire, passionnées, à quel point le film a fonctionné, dans l'idée aussi de rencontrer une époque où on se rencontre justement dans une boum, où on n'est pas uniquement sur le téléphone, il y a une vraie rencontre, la question du slow elle est fondamentale, hein, la question du est-ce qu'on se rapproche ou pas. Donc j'étais assez frappé de voir à quel point le film marquait encore et suscitait, on va dire, une tendresse et une émotion chez toute cette jeunesse qui était assez extraordinaire. Alors ce témoignage-là, mon fils a 15 ans, il le regarde avec ses amis, et je crois qu'on peut rendre hommage aussi à Daniel Thompson et Claude Pinoteau sur la qualité aussi des dialogues et on va dire du scénario. Moi je l'ai revu avec une immense émotion. Moi monsieur, je suis plus dans les émotions du père aujourd'hui que du jeune homme il y a 40 ans. Mais en tout cas, merci de nous avoir apporté ça, et merci du bonheur que vous nous apportez, Sophie, beaucoup, monsieur, depuis toutes ces années. Voilà. Vous avez raison, monsieur. C'est un film très bien écrit.
très bien écrit. Votre réaction ce soir l'a prouvé une fois de plus. Vous retrouverez Sophie Marceau et ses films jusqu'au 13 octobre. Elle va en présenter un certain nombre les jours qui viennent. Et là, dans maintenant moins d'une demi-heure, Anthony Zimmer. Donc on s'arrête là. Merci infiniment. Merci.